Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un poème de Théodore de Banville, publié dans son recueil Sonnailles et clochettes en 1888. Théodore de Banville est un parnassien, ce mouvement littéraire du XIXe siècle qui va prôner le rejet du lyrisme en faveur d'une certaine forme d'art pour d'art, Banville s'illustrant en particulier dans sa pratique de l'ironie caractéristique de ce recueil. En effet, à travers ses poèmes, va se mettre en scène un regard critique sur la société. Dans ce poème spécifique, l'ironie se montrant par l'usage de l'octosyllabe, censé être un vers héroïque, alors même qu'il décrit une action absolument banale, l'ouverture de la chasse. Je passe ainsi à la lecture du poème. Amour connaît toujours cet art qui fit ruisseler tant de larmes. Cependant, il est en retard, du moins sous le rapport des armes. En de nombreux départements, voici que la chasse est ouverte et livre à leur déportement les chasseurs dans la forêt verte. Adonis jamais amoindri, brûlé des plus ardentes fièvres, ils vont massacrer les perdrix et mettre à mort beaucoup de lièvres. Le texte, on le voit, va opposer des chasseurs, décrits avec force précision, et le chasseur, Amour, mettant en scène la métaphore traditionnelle de la chasse amoureuse. Cependant, cette opposition des chasseurs et d'Amour va nous permettre de poser la question suivante: en quoi l'imaginaire de la chasse permet-il de critiquer la séduction amoureuse? Pour traiter cette question, je découperai mon texte en 5 parties. Une première du vers 1 à 4, dans lequel va se lancer la thématique de la chasse amoureuse. Ensuite, du vers 5 à 12, dans lequel nous aurons la mise en scène de l'ouverture de la chasse. L'élégance des chasseurs sera décrite du vers 13 à 20, ainsi que l'appartenance à une élite du vers 21 à 28, pour finir par un effet de clôture mettant en scène leur infériorité face à l'amour du vers 29 à 32. Je passe ainsi à mon commentaire. Le vers s'ouvre sur le terme amour qui possède une majuscule, ce qui pourrait permettre d'y voir une antonomase. Ici, il pourrait s'agir effectivement de la divinité amour, ce qui viendrait corroborer le fait qu'il est sujet du verbe connaître, validant ainsi l'idée de personnification. L'art dont il est question, l'art synégétique, c'est-à-dire l'art de la chasse, se rappelle par rapport aux attributs de l'amour, qui est caractérisé par un arc et des flèches, validant dès le début le rapport entre la chasse annoncée par le titre, les chasseurs, et l'amour annoncé par le premier terme. Simplement, cet art va être paradoxal, puisqu'il s'agit de lier l'art amoureux et l'art de la chasse, qui fait ruisseler tant de larmes. Ici, on va avoir l'adéquation entre quelque chose de plutôt positif et quelque chose de plutôt négatif, soulignant une certaine forme de violence dans l'art de la séduction amoureuse. On observe une très forte temporalité à l'œuvre dans cette strophe, avec les oppositions toujours en retard, ou même l'opposition des temps des verbes au présent et au passé simple. Ici, il va véritablement s'agir d'opposer un amour passé et un amour moderne, cette opposition se faisant sous le rapport des armes, à travers lesquelles sont opposés l'arc traditionnel de l'amour et les fusils modernes des chasseurs. Par ailleurs, la versification va insister sur cette différence dans l'art amoureux moderne. Là où on attendrait des rimes embrassées dans le cadre d'une chasse amoureuse, les rimes sont ici alternées, opposant les séducteurs aux amoureux. Je passe ainsi à la deuxième partie. Le dénominatif nombreux permet d'insister sur le fait que la chasse est une pratique répandue. On a une thématisation très protocolaire avec la formule « la chasse est ouverte » et la strophe va permettre la mise en scène d'un contexte spatial, les nombreux déportements et la forêt verte. On note simplement l'opposition entre amour au singulier au vers 1 et les chasseurs au pluriel au vers 8. Par ailleurs, les chasseurs sont constitués en rejet, puisqu'il est le COD du verbe livrer, constituant ainsi à la fois un rejet de ces chasseurs et au niveau de la strophe un enjambement métaphorisant le fait que la page est tournée, que la modernité est en marche. La comparaison avec Adonis va ainsi fonctionner à un double niveau, Adonis étant le représentant de la beauté masculine dans l'Antiquité grecque. Elle va caractériser ces chasseurs, les plaçant uniquement du côté de l'apparence. Simplement, le vers est intéressant en ce qu'il oppose le toujours du vers 1 et le jamais du vers 9, continuant
l'opposition amorcée entre Amour et les chasseurs. Au niveau de la versification, on pourrait noter la tentative de rime interne entre Adonis et Amoindris, ou Adonis, Amoindri, ce qui va créer une indistinction sur le moyen de prononcer le nom propre, la référence mythologique, surtout que Amoindri viendrait amuir le S de Adonis. En tout cas, il y a à ce niveau-là comme une dissonance qui va s'instaurer. Il faudrait une rime interne et pourtant il n'y en a pas. Ce qui viendrait corroborer le choix des rimes alternées plutôt que des rimes embrassées. Le vers 10 tend vers un topos amoureux, le lien entre l'amour et la chaleur, la fièvre amoureuse. Simplement, l'hyperbole, constituée par le superlatif relatif, et le lexique pathologique auquel appartient le mot fièvre, va venir insister sur la dimension passionnelle et donc pathologique de cet amour. Cette tension vers un amour plutôt négatif va se concrétiser avec les verbes qui suivent, massacrer, mettre à mort, qui sont des verbes typiques de la chasse, mais qui insistent en particulier sur sa violence, accentuée par le dénominatif beaucoup. Le choix des proies, par ailleurs, les perdrix et les lièvres, qui ne sont pas des proies nobles mais des proies faibles, insistent aussi sur la vanité de ces chasseurs, les deux étant assimilés aux femmes dans le cadre de la chasse amoureuse, mais les perdrix insistent sur la bêtise de ces femmes séduites, et le mot lièvre, par son étymologie, qui a donné le con, le sexe féminin, rappelle aussi leur forte sexualisation. Je passe ainsi à la troisième partie, dans laquelle va se développer principalement une description physique des chasseurs, qui va passer par des adjectifs relevant de la beauté, jolie, agréable, gracieuse, coquette, qui va donner une dimension quasi féminine à ces personnages masculins. On note ici la forte ironie de Banville dans sa description. L'idée des carniers, des casquettes, qui constituent ainsi des accessoires de chasse, certes, mais aussi et surtout des accessoires de mode, permet d'insister sur la précédence de l'apparence dans la chasse amoureuse, qui va constituer un piège à destination des proies, des femmes, piège qui va être métaphorisé par le chiasme, les façons coquettes et les agréables carniers, avec adjectifs postposés puis antéposés. La comparaison des ruisseaux et des miroirs fait référence à un mythe antique, celui de Narcisse, de la même manière que Adonis était cité au vers 9. Il s'agit alors de montrer en quoi cet amour est un amour narcissique et non pas un amour réel. Ils s'aiment, eux, plus que les femmes qu'ils séduisent. Cela va se montrer par ailleurs par le chiasme grammatical, puisque nous avons le sujet et le verbe, les ruisseaux les reflètent, qui vont être séparés par deux compléments circonstanciels, un complément circonstanciel de comparaison, comme des miroirs, et un complément circonstanciel de manière, orgueilleusement. La référence au chien peut être intéressante aussi dans le choix des couleurs mobilisées, puisque entre le blanc et le noir, qui vont stigmatiser une forme de manichéisme, se situe la couleur jaune, étonnante pour qualifier un chien, le jaune étant par ailleurs la couleur de la tromperie ou de l'adultère, venant insister encore ici sur l'espèce de dévoiement amoureux qu'il reflète. Je passe à la quatrième partie, dans laquelle le poète insiste sur l'appartenance de ces chasseurs à une forme d'élite, comme on le voit avec la multiplication des adjectifs solides et clairs qui vont insister sur la qualité de leurs fusils, sur le confort anglais, la référence à Londres et à Shakespeare, qui vont insister aussi sur la richesse de ces personnages qui peuvent se permettre d'acquérir du matériel étranger. La référence à Shakespeare peut aussi apparaître dans un contexte ironique, puisque son théâtre met en scène des relations amoureuses, souvent tragiques. La reprise thématique, en leur façon coquette ou d'un air élégant, insiste sur l'apparence qui est distincte de la réalité. Il s'agit de paraître ce qu'on n'est pas. L'enjambement entre le vers 26 et 27 métaphorise toujours cette forme d'aller en avant de la modernité et fonctionne
en miroir du vers 7-8, puisqu'il lui est diamétralement opposé. La rue de Richelieu est une rue bourgeoise de Paris, ce qui insiste encore sur la richesse, mais cette richesse tombe un petit peu à plat, puisque les guêtres que l'on met aux pieds leur vont comme un gant que l'on met aux mains, ce qui donne là encore un aspect ironique à cette description, insistant sur le ridicule de leur apparence. Enfin, il charme la foule accourue, là où l'amour, lui, essaye simplement de séduire une femme. On a donc aussi bien une opposition entre l'amour singulier et les chasseurs pluriels qu'entre la femme singulière et la foule plurielle. Je passe ainsi à ma dernière partie. Cette opposition du tous contre un se matérialise à travers la présence du pluriel, tous équipés, ils sont venus, et celle du singulier, excepté le chasseur amour. Cette opposition va donc instituer aussi une opposition temporelle au goût du jour, vers 29, s'opposant à il est en retard au vers 3. Enfin, cette opposition va se concrétiser sous le rapport des armes, comme il était dit au vers 4, avec la reprise qui n'a que son arc et ses flèches au vers 32. Il y a donc ici comme un effet de clôture entre la première et la dernière strophe qui vient confirmer l'enfermement de l'amour moderne contre la libération que devrait permettre l'amour normalement. En quoi l'imaginaire de la chasse permet-il de critiquer la séduction amoureuse ? Nous avons vu tout d'abord qu'il s'agissait dans ce poème d'une description d'une scène de chasse qui est ancrée dans une certaine forme de réalisme et de contemporanéité par rapport à Banville. Simplement, il y a un certain nombre de mobilisations de références mythologiques, dont une qui est explicite et qui encadre cette description réaliste. C'est l'opposition entre amour et les chasseurs, qui ferait référence à la thématique de la chasse amoureuse et qui entraîne une opposition entre l'amoureux et les séducteurs, qui introduirait la thématique de la séduction amoureuse, faisant ainsi de la proie tuée au cours de la chasse, la femme abandonnée après avoir été séduite, ce que va montrer le choix des rimes croisées plutôt que des rimes embrassées. Le séducteur ne fait que croiser des femmes, il ne les embrasse jamais définitivement. Ainsi va se mettre en scène une valeur ironique de cette description qui est notée notamment dans le jeu sur les sonorités dans le corps du poème. Pour ce qui est des références mythologiques, on peut aussi noter une référence centrale, bien qu'elle soit sous-entendue, qui est la référence implicite à Narcisse. Il s'agit ici bel et bien d'une critique des séducteurs qui valorise l'apparence, dont le champ lexical est omniprésent, par rapport à la réalité des sentiments. Ce qui est mis en scène ici, c'est un amour de soi qui est plus important que l'amour de l'autre, ce qui définit effectivement le séducteur. Enfin, à travers tous ces systèmes d'opposition et de réinvestissement thématique, se met en scène une infériorisation apparente de l'amour par rapport au chasseur, mais cette infériorisation va permettre un renversement final ironique, Banville donnant manifestement sa préférence à l'amour plutôt qu'à la séduction. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter de la subordination des vers 21 à 32. La subordination relève soit de la conjonctive, soit de la relative, en fonction du mot introducteur de la proposition. En l'occurrence, nous avons dans notre extrait 3 pronoms relatifs, ou, qui et Q apostrophe. Ces pronoms relatifs vont ainsi introduire forcément des propositions subordonnées relatives qui compléteront elles-mêmes leur antécédent, qui sera forcément un antécédent nominal. Ainsi, où le confort anglais respire complète le nom fusil, qu'on achète rue de Richelieu complète le nom guêtre, et qui n'a que son arc et ses flèches complète le nom amour. Nous n'avons aucune conjonction de subordination dans notre extrait, ce qui nous amènerait à penser qu'il n'y a pas de proposition subordonnée conjonctive. Ce serait oublier qu'il existe des propositions infinitives ou participiales, et il faut alors considérer les infinitifs et les participes de notre extrait. En l'occurrence, le participe excepté, qui est un participe passé, possède effectivement un COD, excepté qui, le chasseur, et la présence de ce COD signale l'acception et le rôle verbal de ce participe passé, le constituant de fait en noyau de proposition. Ainsi, la proposition excepté le chasseur amour deviendra une proposition participiale, conjonctive, et il s'agira alors de connaître sa fonction pour définir quel type de conjonctive elle est.
En l'occurrence, ici, il s'agit de constituer une opposition, la proposition occupant donc la fonction de complément circonstanciel d'opposition. Il s'agit donc d'une proposition participiale, subordonnée, conjonctive, circonstancielle.